commentateurs tièdes, Brick-Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Étienne Alexandre Beauregard s'en vient dans quelques instants. On va parler il y a une sortie d'Isabelle Blais qui fait jaser. Isabelle Blais, c'est une comédienne très connue au Québec. C'est une candidate désormais pour le Parti québécois dans Berthier, Masquinongé. Puis elle a dit quoi? Elle a dit, c'est dans Masquinongé, le nom de la circonscription exactement. Elle dit, tu sais, j'ai pris du temps avant de prendre ma décision. Il faut dire que son conjoint, Pierre-Luc Briand, qu'on a reçu cet été, lui aussi se présente. Ça a été annoncé dans les dernières heures. C'est dans Rosemont. C'est un couple, c'est un peu les Godin et Pauline Julien. Pour moi, je leur ai déjà dit d'ailleurs, c'est un petit couple de souverainistes qui font de la musique en plus. Et là, ils se présentent les deux. Puis elle a dit, ça a été j'ai pris un moment parce que dans le milieu, ça a quand même un coût. Quand comme tu te lances pour le Parti québécois, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est pour le Parti québécois. Peut-être que tu prends un risque quand tu vas revenir dans le milieu de pas avoir les gigs que tu pouvais avoir peut-être en t'affichant moins. J'ai lu sur Twitter François Fournier, qui était avec nous au début de la saison, dire « Imaginez si elle avait été conservatrice ». J'ai trouvé ça quand même intéressant parce que c'est sûr que en ce moment, ce qu'il y a de plus dangereux pour un candidat socialement, c'est pas d'être péquiste. Là. Je pense que c'est plus d'être parti conservateur. Là. On s'entend, mais quand même, elle a pris le pouls sur le terrain, puis elle a estimé que ça représentait un risque. C'est quand même très différent d'une autre époque, là, où honnêtement, on s'attendait même que tous les artistes soient comme ça, puis tout le monde qui gravitait autour était indépendantiste et était nationaliste. Le monde a changé. Oui, puis mais ça dépend en fait dans quoi tu t'engages. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi dans le milieu culturel, certains diront, tu sais, dans les médias, il y a une surreprésentation de tel courant ou des choses comme ça. Tu sais, dans le milieu des artistes au cours des dernières années, tous les enjeux, notamment, tu sais, ça m'a fait penser aussi avec notre entrevue avec Louis Morissette, tu sais, sur la question des quotas et tout. Tu sais, il y a comme une façon, on dirait dans le milieu des artistes, si tu te positionnes sur des enjeux qui sont un petit peu chauds, tu sais, sur la question, par exemple, le dossier de l'immigration. Là, c'est tu sais, faut pas trop s'exprimer là-dessus parce que là, on peut avoir l'air méchant, on peut avoir l'air, ça va mal passer, donc on veut pas trop. Tu sais, sur la question de la théorie du genre, sur ces éléments-là, tu sais, on voyait quand même, là, tu sais, quand on parlait avec Louis Morissette, tu sais, c'est un dossier qui peut être chaud aussi dans le milieu des artistes. Donc, tout ça pour dire que c'est plus difficile peut-être aujourd'hui sur ces questions-là. Et puis, les artistes se disent, OK, si le parti dans lequel je suis doit faire des politiques publiques en lien avec ça, est-ce que ça pourrait mal me faire paraître dans mon petit milieu qui est associé souvent à un milieu plus progressiste, plus à gauche? Donc oui, moi je pense que c'est beaucoup plus difficile. J'imagine un artiste ou une artiste bien connue qui dit moi je me lance là pour le parti conservateur puis je défends ces idées-là. Là peut-être que soudainement je pense que ça pourrait passer peut-être plus difficilement ou à tout le moins, puis c'est dommage parce que tu sais les artistes représentent la société. Puis moi je suis sûre qu'il y a des artistes qui sont à droite, d'autres qui sont à gauche, d'autres qui sont au centre, mais est-ce qu'ils ont la liberté vraiment d'aller là? Moi j'ai l'impression que non, c'est plus compliqué. En tout cas, c'est vraiment plus compliqué. Puis le prix à payer aussi dans leur milieu éventuellement, c'est là que tu vois que ça prend du courage de se lancer en politique parce que c'est un engagement. C'est aussi là à un moment donné tu te dévoiles, tu te dis oui c'est ça moi mes convictions, faut que j'y aille. Et les artistes, ils veulent aussi se faire aimer par tout le monde. Puis c'est normal, c'est un métier, tu veux te faire aimer, tu veux émouvoir le public. Donc là, soudainement, tu es dans un milieu un peu plus hostile. Là. Ça va sa patinoire, puis c'est des enjeux. Donc bref, elle exprimait tout ça. Puis tu sais, tu te dis, à une époque, les artistes, tu sais, ils étaient souverainistes, mais je dis pas que c'était la mode, mais il y avait comme cet élan national. Donc c'était comme la cause qui portait toute une génération. Peut-être que ça pourrait revenir. On n'est pas là. Tu sais, là, on est dans une période d'élection. Si un jour, il y a un cycle référendaire, moi, j'ai l'impression que là, ça va venir chercher une fibre profonde. Puis il y a peut-être des artistes qui vont dire, regarde, pour le reste, les politiques de telle affaire, ça me concerne pas, ça m'intéresse pas. Mais sur la souveraineté ou le pays, là, je me lance puis je l'exprime parce que c'est sur cet enjeu-là existentiel. Tu vois un peu? Oui, tout à fait. Mais bref, moi, je trouve que ça prend du courage parce que, en plus, quand tu te lances en politique, souvent, c'est seulement quelques années. C'est un engagement que tu vas donner, c'est un don au service public. Puis ensuite, oui, tu vas essayer de retourner probablement dans ton métier. Mais là, le regard des autres auront changé sur toi. Puis ça joue sale. Ça joue sale dans le milieu politique. C'est-à-dire que tu es tout le temps sous le feu des critiques. Habituellement, un artiste qui est habitué de se faire applaudir, aimer, dire qu'il est merveilleux. Ça joue ça dans le milieu culturel aussi, je pense, on est habitué. Je pense qu'on est peut-être mieux formés pour aller jouer là. Je pense que ça reste quand même, tu sais, à la limite, on va critiquer, t'as-tu aimé ton tel album, tel film, tout ça. Mais, tu sais, ça reste des êtres quand même sensibles. Et je
pense que c'est quand même, moi je salue le courage de se lancer, d'essayer quelque chose de nouveau. Ben, tout à fait. Et puis il nous faut des gens de tous les milieux. Étienne Alexandre Beauregard, bonjour. Salut à vous deux. Salut. Tu poses une bonne question, Étienne, parce que c'est sûr qu'une sortie pareille là, d'Isabelle Blais, mettons dans les années 80, même 90, on se serait dit, mais c'est quoi ça? On est dans de la science-fiction ici. Une indépendantiste, même une péquiste, qui dirait, il y a un prix à payer dans mon milieu, ça aurait pas pu, c'était inimaginable. Ben oui, absolument. Tu sais, je veux dire, on se rappelle de nos grands chansonniers de ces époques-là, que ce soit Félix Leclerc, Gilles Vigneault, qui ont jamais fait mystère de leur conviction souverainiste. Paul Piché, évidemment, qui est comme l'exemple le plus cliché quasiment d'un artiste qui est engagé, qui est très nationaliste, très indépendantiste, qui est encore actif aujourd'hui, là, même à son âge. Mais c'est ça, moi quand j'ai vu la sortie d'Isabelle Blais, j'ai pas de misère à le croire. D'abord, vous vous rappelez les commentaires de Michel Savard, un autre artiste qui a été retiré comme candidat libéral, qui traitait M. Briand, Mme Blais de nazi, littéralement, parce qu'il se présentait pour le Parti québécois. Puis moi j'ai vu ça, puis je me suis dit, ok, ben c'est vrai que ça signale que le courant a un peu changé dans ces milieux-là. Puis je pense que s'il y a une constance dans le milieu culturel, artistique, c'est que c'est un milieu où ta réputation compte pour beaucoup. Puis je dis pas ça pour dire que c'est des hypocrites ou quoi que ce soit. C'est dans la nature de l'industrie que, bon, parce que le mode de sélection pour aller dans ces choses-là, c'est un petit milieu où les gens se connaissent, etc. Puis on pourrait dire la même chose dans le monde des médias. Là, c'est pas vraiment très différent. Tes idées que tu affiches, c'est ta réputation, puis ça dépend, ça conditionne ton emploi puis tes perspectives futures beaucoup plus que, par exemple, si tu es entrepreneur en béton puis que tu gagnes ta vie parce que tu fais du bon béton plutôt que parce que tu as une opinion X ou Y ou que tu connais X ou Y. T'sais. Fait que je pense qu'il y a un écosystème particulier économique dans la sphère culturelle qui fait que les gens ils font plus attention. C'est drôle, moi ce que ça m'a fait penser aussi, c'est un artiste qui a, mettons, 60-70 ans, avec qui j'avais discuté un moment donné au sortir d'un studio, je dirais pas son nom, puis il m'a révélé candidement que lui était fédéraliste. J'ai dit, ben c'est drôle, pourtant un artiste de votre âge, de votre milieu, j'aurais cru que vous seriez souverainiste. Puis il dit, non, il dit, moi je suis fédéraliste, je crois au Canada, etc. Puis là, moi, en blague, je dis, ah oui, est-ce que vous l'avez déjà dit publiquement? Il me répond, il dit, mais non, imagine, je me serais fait planter. Je dis, ah, OK. Donc, cette tendance-là, elle demeure. Cette manière de fonctionner a toujours été là, mais les idées qui sont plus populaires, on dirait, sont plus les mêmes. Il y a deux auditeurs qui nous ont écrit pour nous rappeler le cas d'Anne Casabonne, qui s'était présenté avec Éric Duhem pour le Parti conservateur. Et depuis, moi, je ne l'ai vu nulle part. Personnellement, là, je ne l'ai vu nulle part. Mais tu sais, il faut pas non plus, je pense, exagérer parce que c'est elle-même qui dit, Isabelle Blais, les artistes, pas parce qu'on les entend pas qu'ils ne le sont pas. Tu viens de le dire qu'ils le sont puis ils le disent pas, mais en fin de compte, je veux dire, c'est ce qui compte là, du point de vue indépendantiste, c'est que les artistes le soient. Si t'es indépendantiste, c'est ce que tu veux ultimement, c'est qu'ils le soient, pas forcément qu'ils le disent sur tous les toits. Là, oui, mais moi, la question de la liberté d'expression, je la prends au sérieux aussi. Tu sais, dans le sens, est-ce que tu aurais le droit d'être un artiste, d'avoir des contrats à la télé ou au cinéma, puis d'être... Et le cas d'Anne Casabonne que tu viens de nommer, moi je pense que c'est un bon exemple. Là. Vous disiez avant, est-ce qu'on imaginerait, ben on en a un cas, puis comme tu dis, elle travaille plus. On peut parler de Guillaume Lemaitre-Vierge aussi, puis de l'opprobre qu'il a subi pour cette même raison. Fait que, moi je pense qu'il y a un vrai enjeu là, c'est-à-dire est-ce que il y a certaines industries où le pluralisme idéologique devrait pas être admis parce que ça fonctionne à la réputation. Puis tu sais qu'on soit péquiste, conservateur ou même QS, là, je veux dire si demain matin tous les artistes devenaient de droite, mettons que j'ai mes doutes sur le fait que ça va arriver, mais est-ce qu'on devrait ostratiser des artistes parce qu'ils sont gauchistes? Ben non, je pense pas. Non, complètement, mais bon, je ferais quand même la nuance entre des artistes qui font comme des sorties publiques là, controversées, qui font qu'il y a une réaction versus d'avoir ton idée tu sais, d'un point de vue politique, si t'es fédéraliste. Tu vois ce que je veux dire? Cette responsabilité, elle est différente entre une réaction dans une sortie publique versus tes convictions. Puis je trouve que les artistes devraient pouvoir aussi s'exprimer. Mais dirais-tu aujourd'hui, là, justement, quand t'es un artiste, es-tu mieux de taire? T'es peut-être mieux de taire tes opinions, c'est ça? Je suis pas certain de ça parce que j'ai l'impression que la liberté d'expression qu'on leur laisse est souvent géométrie variable. C'est par exemple, on peut penser à Safia Nolin
qui est tout à fait de gauche et très assumée, qui fait des TikTok de danse avec Jagmeet Singh, puis qui appuie Québec solidaire à chaque élection. Est-ce qu'elle a payé le prix dans son milieu pour ces opinions-là? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que ce sont les opinions qui sont admises, celles qui sont bien vues. Et le plus ironique là-dedans, c'est que ça se peut que la majorité du monde dans le milieu soit pas d'accord avec ça. Mais vu que c'est pas ceux qui gueulent le plus fort, ça se passe autrement, puis le rapport de force est différent. T'sais, pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale entre ça et l'autocensure qu'on va vivre dans une classe à l'université. C'est exactement le même principe qui est à l'œuvre. Puis j'espère effectivement qu'on peut avoir chacun notre conscience et voter comme on veut. On n'est quand même pas dans une dictature, mais cette liberté de conscience-là, elle doit aussi s'accompagner de la liberté d'expression puis de la possibilité de le verbaliser. Parce que si j'ai le droit de passer quelque chose, mais que je suis puni du moment que je le dis, je suis pas vraiment plus avancé sur le point de vue de la liberté de parole. Mais moi, je suis curieux, j'aimerais comprendre, parce que, tu sais, par exemple, les comédiens, Anne Casabonne, qui a appuyé le parti, elle s'est présentée pour le Parti conservateur du Québec, ça lui a valu, au moins en bonne partie, d'être exclue du milieu culturel, alors même que le Parti conservateur ne représentait pas grand-chose à l'époque là, sur le plan du potentiel électoral, au même titre que QS. Donc, il y a des artistes qui se présenteraient pour QS et qui n'ont pas de chance de prendre le pouvoir. Ça passe. Puis des artistes qui se présenteraient pour le Parti conservateur qui n'a pas de chance de mais il y avait aussi la notion de COVID aussi, là. Oui, qu'on pourrait remettre là-dedans, là, mais bon. Là, j'espère que le monde sont passés à autre chose, là. Je veux dire, si t'es producteur de télévision, est-ce que t'es... Non, je disais juste dans l'équation, c'était pas juste le... au même titre que Guillaume Lemaitre-Vierge, c'est pas juste d'avoir appuyé le Parti conservateur, on s'entend, non, là. Non, c'est ça. C'est pour ça que je disais des boulot, déclarations. Oui, mais je comprends pas, est-ce que tu exclus un candidat parce que il représente un parti qui est, entre guillemets, offensif, qui a des chances de prendre le pouvoir, puis t'es pas d'accord avec lui, ou c'est juste moral, ça s'arrête à la moralité? Parce que je le répète, QS puis le Parti conservateur, ils ont aussi autant de chances les deux de prendre le pouvoir aux prochaines élections, là. Ouais, effectivement, moi je pense que c'est une affaire de moralité, puis on va le mettre entre gros guillemets, mal placé. Mais d'ailleurs, si on revient au cas de M. Briand et de Mme Blais, moi j'avoue que je me pose toujours des questions quand je vois des artistes qui sont critiques du nationalisme, dans la mesure où, quand tu es une culture qui est minoritaire en Amérique du Nord, j'espère que tu as au moins un peu d'appréciation pour ceux qui essayent de assurer la survie de cette culture-là. Puis de fait, ton gagne-pain dépend directement du fait qu'il y a encore des francophones au Québec qui ont de l'intérêt pour la culture francophone. Fait que rendu là, s'il y a des positions qui sont prises, qui sont plus nationalistes, rendu là, je peux concevoir que la majorité le soit, dans le sens que quand tu es un artiste, tu fais du contenu en français, tu as un intérêt économique direct à ce que les gens continuent d'écouter des choses en français puis aiment ça. Fait que c'est un peu plus compréhensible. Mais à partir du moment où on va critiquer le nationalisme en plus, là, j'avoue que j'ai l'impression des fois qu'ils tirent un peu contre leurs propres intérêts. Évidemment, ils ont tous le droit à leur opinion, mais si on va juste dans le point de vue de l'intérêt pur de l'industrie, il me semble que si on veut avoir encore une culture qui est ne serait-ce qu'économiquement vivante au Québec, encore faut-il qu'il y ait des gens pour la consommer et qu'il y ait cet esprit national-là, cet intérêt pour parler de nous, se raconter, que ce soit à travers des chansons de la télé, etc. Parce que sinon, en fait, ça sert à rien. Si t'as pas de public, tu peux produire, mais sans demande, ton offre ne va pas nulle part. Cela dit, on va parler maintenant du Parti conservateur du Québec parce que on a entendu Éric Duhem hier là, qui a poursuivi dans ses propositions et là, il dit il aimerait couper et sauver 47 milliards de dollars donc dans la fonction publique. On va couper dans le gras, il a dit. Il faut faire le ménage. Mais ça, supposément sans toucher au service. Est-ce que c'est crédible tout ça? Ben, honnêtement, moi, je trouve que c'est une bonne sortie pour M. Duhem de commencer sa campagne avec ça, pratiquement. Là. C'est sa première grosse sortie de l'élection. Puis c'est un peu une manière de mettre la table pour, je pense, la proposition conservatrice. C'est-à-dire que quand tu votes pour le Parti conservateur du Québec, tu désires qu'on coupe dans le gouvernement. C'est un peu leur pain et leur beurre. Donc, de commencer avec ça, c'est cohérent. Bon, on pourra dire, est-ce que de le faire au milieu du mois d'août, c'est la meilleure manière d'avoir de l'écoute des citoyens? Ça, c'est une question de stratégie. Mais de dire, on va couper. Et je pense qu'il faut quand même le préciser. Il parle de 47 milliards, mais c'est 47 milliards sur 5 ans. 47 milliards dans une année, bon, c'est vrai que ça serait très, très, très audacieux, puis à ce moment-là, ça serait à peu près impossible de pas le faire en coupant dans les services. Mais quand on regarde la proposition, parce qu'ils ont quand même un peu détaillé ce qu'ils veulent dire, là, fait que ça mérite au moins d'être pris au sérieux. Ils disent, bon, d'abord, il y a 20 milliards sur 5 ans qui sont des subventions aux entreprises. On en a beaucoup parlé, avec toutes les questions, toutes les critiques que le gouvernement de la CAQ a essuyées pour ça. Maintenant, si on est sérieux sur le fait qu'on n'aime pas ça, on va le couper puis on va le donner en baisse d'impôts pour les entreprises à la place. Ça se comprend. Ça se conçoit sur le plan philosophique. Je pense que là-dessus, on peut reconnaître. Ensuite, ils ont un 3 milliards qui disent, bon, ça, c'est de la modernisation technologique de l'État, puis on va faire une sortie plus tard. Fait que ça, pour l'instant, on est un peu dans le vide. Et le reste, leur
20 quelques milliards sur 5 ans, c'est vraiment là qu'on va couper dans les fonctionnaires, la croissance des services, etc. Puis de fait, moi je trouve que M. Pouliot, qui est leur porte-parole en économie, il l'a mis en perspective. Il a dit, bon, si on regarde seulement cette partie-là qu'on veut couper dans l'État directement, là, qui n'est pas les subventions ou de la modernisation, c'est l'équivalent de 2,6 % du budget annuel du gouvernement du Québec. Et ça, c'est quand même une question. Là. Est-ce qu'on est capable de couper 2,6 % du budget du gouvernement du Québec pour atteindre l'équilibre budgétaire? Puis si on n'est pas capable, ben moi, je me pose vraiment des questions sur l'État du Québec. Mais c'est drôle, Étienne, parce que le budget augmente, on engage de plus en plus de fonctionnaires, on n'a pas plus de services, mais la question qui intrigue par-dessus tout, c'est la question que Karima a posée, c'est-à-dire, puis tout le monde la pose ce matin, est-ce que c'est vraiment possible de couper 47 milliards sans affecter les services? Mais on se pose jamais la question, pourquoi quand on augmente la fonction publique puis qu'on n'a pas plus de services, pourquoi c'est pas ça la question qui nous intéresse plus? Ah ben ça, c'est sûr que c'est une bonne question, puis qu'effectivement, les défenseurs du modèle acharné vont devoir répondre à ça aussi, parce que c'est sûr que si on augmente les dépenses en faisant juste payer les mêmes personnes plus pour le même service, ben effectivement que tu vas pas voir un grand service de plus. Puis la même chose, quand tu as été un peu au gouvernement, comme c'est mon cas, tu vois la quantité de plans pluriannuels qui sont sortis sur des questions parfois un peu accessoires par rapport aux missions de l'État, des plans sur 5 ans avec des ribambelles là, de subventions pour les organismes, pour les entreprises, avec bien évidemment des nouveaux fonctionnaires pour être capables d'administrer le plan parce qu'on veut des contrôles réguliers de ça. Fait que, quand l'activité de base des politiciens, c'est d'annoncer des nouvelles mesures pour régler des nouveaux problèmes qui sont peut-être pas toujours directement réglables par l'État, ben c'est sûr qu'on va juste en ajouter. Fait, comme tu dis, oui, on peut s'étendre sur toutes sortes de choses sans faire en sorte que les services rendus aux citoyens soient toujours meilleurs. Puis d'une certaine manière, ça devient sain là, d'avoir un retour de balancier. Et puis si on n'en a jamais, ben là, en fait, on va juste jamais voir la fin du déficit au Québec. Parce que moi, ça me fait rire. Là. Je les lis, les réactions de gens qui disent « Ah, bon, M. Duhaime veut couper dans l'État-providence, c'est le modèle québécois, c'est notre fierté, il veut couper dans les services. » Attendez une minute, on augmente le budget d'année en année, puis on n'a pas plus de services. Venez pas me croire que juste... Non, mais venez pas me croire que ça marche, ce modèle-là. On met de l'argent dedans, puis ça fonctionne pas. Fait que je pense que c'est peut-être une bonne idée d'en mettre un peu moins. On essaye tout ça pour une fois? On essaye tout ça. Moi, je dis qu'on essaye. Ben, en fait, c'est toujours comment est dépensé chaque dollar. Je te rappelle quand même au cours des dernières années, il y a eu une pression sur les services. La population elle a quand même augmenté aussi là quand on regardait, quand on regarde mettons là sur les services qu'on a besoin dans les hôpitaux. Là, il y a une pression qui est là, il y a une population qui est vieillissante, donc il y a plus de demandes aussi de la part de cette population-là aussi qui a des besoins. Donc t'as beau dire ok, mais il y a quand même une réalité sur le terrain là-dessus. Ensuite, si tu dis on va couper 20 000 postes de fonctionnaires. Bon, tu dis, ben oui, on va couper dans le gras. Mais quand tu penses à ce, puis on dit, mettons, ça va être des départs à la retraite, on va pas aller embaucher nécessairement des jeunes. Donc, tu sacrifies aussi une nouvelle génération qui sont peut-être talentueux parce qu'il y a la permanence d'emploi pour les autres. Donc là, eux vont être là, comme on dit, ad vitam aeternam. Mais la jeune génération qui arrive et qui a des compétences dans certains domaines, ben là, si on n'a pas besoin d'eux, ils feront autre chose. Là, je veux dire, si on n'a pas... Non, mais si on n'a pas besoin d'eux, je te dis pas si on a besoin d'eux, on va les garder, mais si on n'a pas besoin d'eux, on va pas les garder. Pourquoi on les garderait si on n'a pas besoin d'eux? De quoi tu parles? Ben non, mais tu parles de la prochaine génération de fonctionnaires? Non, mais je dis, c'est ça. Mettons là que on dit là, ben là, par attrition, il y a des gens qui vont partir à la retraite, puis on ne va pas embaucher, puis là, on fait comme un gel. Mais moi, je dis, il y a des gens qui ont une permanence là-dedans, là, tu sais, tous ceux qui sont là en ce moment. Mais ça fait en sorte que pour des jeunes qui voudraient rentrer, tu fais quoi avec ces personnes-là? Donc, tu ne vas pas renouveler avec des personnes peut-être de cette génération-là qui ont d'autres compétences. Ils nous parlent de l'intelligence artificielle, là, d'intégrer de l'intelligence artificielle parce que là, on va moderniser l'État. Mais concrètement, c'est qui a ces compétences-là aussi en intelligence artificielle? Ça se peut que ce soit aussi des jeunes de la jeune génération. Mon point, c'est que j'ai l'impression que c'est bien beau de dire ça. Ça peut être facile, ça peut être même simpliste, dire on va couper dans le gras. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis quand ils ont coupé beaucoup avec le Doge. Tu trouves pas que ça peut faire simpliste aussi de dire on va intégrer l'intelligence artificielle là-dedans puis on va sauver là 3,5 milliards aussi là, avec l'application des recommandations de la commission Galland là, tu trouves pas je sais pas que ça peut être simpliste?
Ben, c'est sûr que tant qu'ils ne dévoilent pas leur plan pour la numérisation de l'État, on peut juste croire à leur bonne foi pour ce chiffre-là. Ça, c'est clair. Cela dit, un autre outil qu'ils proposent pour la question de couper dans le gras, que moi je trouve qui est intéressant, ils disent le Conseil du Trésor va devenir le Conseil du Trésor de l'efficacité gouvernementale, puis sa priorité, ça va être de faire une revue complète des programmes. Ça, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. Quand des gouvernements, historiquement, là, ont réussi à couper puis à revenir à l'équilibre, que ce soit M. Harper au fédéral ou même M. Chrétien avant, c'était comme ça qu'on procédait. Tu avais une instance qui était chargée justement de réviser l'ensemble, puis de dire, bon, ce programme-là, cette direction-là... Comme le Doge, là. Ben, le Doge, il est pas révolutionnaire. Oui, c'est ça. C'est comme le Doge, mais peut-être pas les versions musclées, là. Ben, c'est ça. Mais c'est juste parce que c'était M. Musk à la tête de ça que là, tout le monde a un peu capoté en disant, waouh, c'est la révolution. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, si Jean Chrétien l'a fait, ça va. Dans le sens que c'est pas révolutionnaire. Tous les gouvernements qui vont faire une révision de l'ensemble de leur programme pour voir qu'est-ce qui est utile ou qui ne l'est pas, vont forcément créer un corps qui va être responsable de conduire cet examen, là. Tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution particulièrement extrême ou nouvelle là-dedans. Donc, ça vaut la peine d'être là. Puis c'est pour ça que c'est pas une grande forme de radicalité. Puis j'ai le goût de vous donner un exemple que très rapidement, en 30 secondes. Là. Très rapidement. OK. Ministère du Tourisme. On trouve un fonctionnaire, on lui demande, toi, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta job? Il dit, ça fait 3 mois que je fais une note pour évaluer l'impact du Brexit sur le tourisme au Québec. On lui demande, pourquoi tu fais ça? Il dit, je sais pas, c'est moi qui ai commencé là-dessus. Fait que des choses comme ça existe. Ah, puis en tout cas, moi, j'en veux pas de ça. Merci beaucoup, Étienne Alexandre Beauregard, pour la belle saison. Allez. Puis bon déménagement. On me dit que tu déménages. Là. Bye-bye. Oui, merci beaucoup. Ça va être mon défi de demain. Salut.